à vous tous et toutes qui êtes présents ici en cette fin de journée à Paris, et surtout, parce que c'est à eux que nous nous adressons, à tous ceux qui vont suivre cet événement en direct sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, je voudrais souhaiter la bienvenue. Mesdames, Messieurs, chers amis, il est des dates qui transpercent l'âme. Le 18 juin, enfin parti, depuis qu'en 1940, un homme seul, le général Charles de Gaulle, s'est dressé contre l'abdication et la honte. Ce jour-là, il est devenu la France, sa conscience, son souffle. Son appel n'est pas un simple souvenir, il reste un défi lancé au présent. Il nous interroge. Que faisons-nous de notre liberté, de notre dignité, de notre honneur? Alors qu'en ce mois de juin 2025, nous commémorons le courage de dire non, Emmanuel Macron, lui, ambitionnait de réunir à New York les chancelleries du monde entier pour une conférence internationale prétendant couronner la paix en reconnaissant un État palestinien avant d'être finalement rattrapé par la réalité sécuritaire d'une région qu'il ne comprend pas. Cette initiative, même ajournée, incarne non pas l'espoir de la paix, mais le renoncement de la France à ses principes. Ce que l'on voulait entériner n'est pas un accord historique, mais une faillite morale. Personne ne conteste le droit à l'autodétermination, au contraire. Mais ce droit n'est pas inconditionnel. Il exige des responsabilités et des contreparties. Or, comment accorder une reconnaissance même symbolique quand le sang du 7 octobre 2023 n'a pas encore séché, quand la guerre n'a pas pris fin, quand ceux qui l'ont commencé n'ont toujours pas déposé les armes, quand 53 otages sont toujours entre leurs mains? Le pire massacre de Juifs depuis la Shoah, c'était à Gaza, c'était le Hamas. C'était l'islamisme conquérant dans sa forme la plus obscène, la plus inhumaine, comme nous l'avons que trop bien connu en France au cours de la dernière décennie. Mais face à cette réalité, mesdames, messieurs, que fait le monde libre? Eh bien, il détourne le regard. Il s'abrite derrière ce qu'il considère être de nobles intentions. Il répète les mots de paix comme une prière creuse. Comme à Munich en 1938, on espère désarmer le mal en lui concédant du terrain. On espère amadouer la bête en lui jetant en pâture Israël. C'est confondre la paix avec la capitulation. Plus que jamais, ce combat est un combat global. Il se joue au Moyen-Orient, il se joue en Occident, il se joue dans les universités, les salles de rédaction, les prétoires, les réseaux sociaux, les enceintes diplomatiques. L'ennemi ne porte plus l'uniforme Feldgrau, vert de gris. Il se drape du kéfier et s'exprime au nom des droits de l'homme, tout en foulant aux pieds le droit à la vie. Mais si nous voulons en finir avec l'hydre islamiste, et là je cite le président de la République française, il faut faire tomber la République islamique d'Iran, ce régime théocratique et apocalyptique qui était, je l'espère, sur le point de posséder l'arme nucléaire, a causé avec ses proxys des centaines de milliers de morts depuis sa révolution. Il infiltre nos démocraties, fomente des attentats sur notre sol, déstabilise nos sociétés, retient depuis 3 ans 2 otages français, Cécile Colère et Jacques Paris, dont vous n'entendez que très peu parler, hélas, et continue de semer la terreur, le feu et le sang à mesure que ces missiles s'abattent sur l'État juif. Mais que disent nos dirigeants, nos diplomates, nos intellectuels, si prompts à faire la morale, si lents à rendre justice? Où est la France? Où est la voix de la France libre? L'appel du 18 juin, mesdames, messieurs, n'est pas une relique. C'est un miroir qui nous renvoie à l'essentiel. Sommes-nous les héritiers de ceux qui ont dit non, alors que tout semblait perdu, ou les enfants peureux d'un monde qui préfère la honte à la guerre, même juste, et qui finira malheureusement, malgré tout, par la guerre et aussi par la honte? Car l'histoire est tragique. Elle ne pardonne pas les illusions et se venge des lâchetés. 85 ans après l'appel du général de Gaulle, notre dette envers ceux qui sont tombés pour que nous vivions libres nous commande de combattre sans faillir ce nouveau totalitarisme qui menace la France, de nous tenir aux côtés de ceux qui combattent aujourd'hui ce mal, Israël bien sûr, mais aussi le peuple iranien qui se lève malgré la répression sanguinaire du régime des Mollahs pour dénoncer l'islamisme qui a asservi leur pays et qui rêve d'exporter sa tyrannie chez nous.
L'appel du 18 juin n'est pas derrière nous. Il résonne toujours, vibrant d'alerte et de devoir. Face à ce nouveau totalitarisme qu'est l'islamisme, ennemi des femmes, des juifs, des homosexuels, des journalistes, des policiers, de la laïcité, de la liberté, de notre mode de vie, en un mot, de la République, nous devons réaffirmer avec force que la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et qu'elle ne s'éteindra pas. Vive la République et vive la France. Vive l'Iran libre. Am Israël Chai. Je voudrais à présent appeler notre premier intervenant, si elle est arrivée. Pas encore. Elle est là, Caroline Yadan. Est-ce qu'elle est là? Pas encore. François Pupponi, arrivé. Eh bien, écoutez, le premier intervenant sera l'imam Chalgoumi, avec nous comme toujours. Merci, merci. Mes amis, chères sœurs et frères, nous sommes ici aujourd'hui pour montrer notre soutien au peuple israélien, ce peuple de miracles. D'abord, malgré tout, courageux face aux attaques, aux menaces, de la haine, et cette haine portée par ce régime iranien. Le régime iranien, c'est lui de Mouallah, l'ennemi numéro un du peuple iranien, l'ennemi numéro un de l'islam et des musulmans au monde entier, et aussi de l'humanité. Mais ce régime, il ne menace pas que le peuple israélien. Il écrase son propre peuple, femmes, jeunes, journalistes, artistes. Il les torture, il les tue. Il finance le terrorisme de Gaza au Liban, de l'Irak à l'Afrique, de l'Europe aux États-Unis, Hamas, Hezbollah, Houthi, Hark al-Sha'bi et tant d'autres. Il sème la guerre, la haine, le chaos. Il utilise la religion pour justifier leurs actes. Face aux nazis, la France a dit non aujourd'hui. Face aux Mollahs, le monde doit dire non aujourd'hui. Le régime iranien et ses collaborateurs, ce sont les Reich islamiques du XXe siècle. Il faut le combattre et lutter sans lâcher rien. Vive le peuple israélien, vive le peuple iranien, vive la paix, vive la liberté. Merci. Merci, mon ami. Félix m'a abandonné avec la liste que je n'ai plus. Les joies du direct. Alors je vais prendre une initiative. Je vais appeler Jonas Haddad, qui est le porte-parole, le nouveau porte-parole du Parti Les Républicains. Bien, bonjour à tous. Bon, les écoutez pas, ils servent à rien. Merci pour votre invitation. Vous pouvez vous rapprocher. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour représenter les Républicains, qui est historiquement le parti gaulliste. Et je dois vous dire que c'est un honneur pour moi de faire un discours devant la statue du général. D'abord, pour une chose qui est assez simple. Depuis quelques jours, on a l'impression que tout s'inverse. Dans des manifestations, place de la République, pas ici près de la statue du général de Gaulle, des gens mal intentionnés ont distribué des drapeaux de l'Iran parce qu'aujourd'hui, une partie de l'extrême gauche a basculé dans la collaboration. Et je pèse volontairement mes mots. Et cette collaboration, c'est la même qui a mené à l'appel du 18 juin avec le général de Gaulle. Cette collaboration, elle fait dire à certaines personnes sur des plateaux télévision que dès lors qu'on soutient le gouvernement israélien qui est dans son bon droit, comme l'a dit ce matin Bruno Retailleau, il nous traite de tous les noms. Et il vous traite de tous les noms parce que vous avez un seul problème, c'est que vous aimez la France.
J'ai jamais vu dans les manifestations en question de drapeaux français. Je vois des drapeaux algériens, je vois des drapeaux palestiniens, je vois des drapeaux iraniens. Est-ce que pour m'expliquer quel rapport il y a avec notre pays? Moi, en revanche, je sais où sont mes alliés. Mes alliés, ce sont les États-Unis, qui nous ont libérés en 1944. Nos alliés, ce sont Israël, qui font le boulot que les démocraties auraient dû faire pour éviter que l'Iran ne se dote de la bombe nucléaire. Vous avez vu tourner sur les réseaux sociaux une séquence qui était de l'INA, dans laquelle, en Iran, tous les ans, a été instituée de façon automatique par le gouvernement une journée antisioniste, dans laquelle on brûle des gens à l'effigie de juifs, dans lequel Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président iranien, a lancé un concours de caricature de juifs. Comme pendant la Shoah, comme à cette époque où sur les Champs-Élysées défilaient les nazis. Donc ce n'est pas possible en tant que Français de ne pas voir la concomitance entre ces deux périodes. Et lorsque certains se disent « c'est pas mon conflit », ou alors finalement Israël mène une guerre qui ne nous concerne pas, moi je dis exactement l'inverse. C'est que Israël est aujourd'hui aux avant-postes de l'Occident et aux avant-postes de la civilisation qui nous a permis de vivre libre. Donc n'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte. Bien évidemment, il y a un certain nombre de médias qui se mobilisent. Et je vais vous dire une chose. Il y a même un certain nombre de personnes au sein du gouvernement qui m'ont beaucoup déçu. Tu parlais tout à l'heure, mon cher Arié, des otages qui sont en Iran. Est-ce que Jean-Noël Barrot a parlé de la libération immédiate de ces deux otages? Il fallait le faire, mais il fallait le faire plus fortement. Parce que quand il s'est agi d'activer potentiellement la protection consulaire pour la flottille des selfies avec Rima Hassan, qui expliquait que c'était extrêmement menaçant parce qu'elle a eu un sandwich et une bouteille d'eau, là on s'est activé. On ne dit rien pour Boualem Sansal, qui est depuis maintenant plus de 200 jours détenu dans les geôles algériennes. Parce que le message du général de Gaulle, c'est quoi? C'est d'être fort, même quand en face de vous, on essaye de vous tyranniser. Et nous, parfois, quand il y a un régime comme le régime algérien ou le régime iranien, on a trop tendance à se coucher. Et la force qu'ont les Israéliens, c'est qu'ils ne se couchent pas. Ils ne baissent pas les yeux, parce qu'ils savent que le combat qu'ils mènent est un combat vital. Et j'en terminerai par là. J'ai jamais entendu quelqu'un du gouvernement israélien appeler dans des discours officiels à l'éradication du peuple iranien. En revanche, de discours en discours, les dirigeants iraniens appellent à la destruction des populations civiles israéliennes. Il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de Français qui vivent en Israël. C'est une des plus grandes communautés francophones du monde entier. Et notre gouvernement devrait bien faire en sorte de veiller sur cette population parce qu'ils ont bien évidemment deux patries. Ils ont la France et Israël, alors que d'autres n'ont qu'une seule patrie. C'est la patrie qui déteste la France. Je m'attarde un instant sur Madame Rima Hassan. Quand vous êtes une députée française et que vous passez votre temps à expliquer que nous, la France, on est des colons et que la Mecque de la liberté, c'est l'Algérie et sur l'Iran, je ne sais même pas comment cette dame-là est encore députée de la République française. Et je me demande si à l'époque du général de Gaulle, on aurait encore eu le droit d'être député quand on est Madame Rima Hassan. Ne pensez pas que ce que vous partagez sur les réseaux sociaux n'est pas vu. C'est un combat. Partagez chaque chose que vous voyez. C'est aujourd'hui les réseaux sociaux, et je vois Simon Mauss qui est là, la même chose que la radio de l'époque. Tout le monde vous regarde. Vous êtes des porte-parole de la lumière, quand eux sont des porte-parole du chaos et des ténèbres. Donc ne lâchez rien. Comme à l'époque des gaullistes, on est peut-être résistants, on est peut-être un peu moins nombreux qu'eux, mais on sera plus fort qu'eux, parce que vive la République et vive la France. Attendez, j'ai oublié. J'ai une petite surprise pour vous. On a gagné aujourd'hui la bataille et grâce aux Républicains, on va avoir une commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et les pays étrangers qui soutiennent l'islamisme. Voilà une victoire. Notre intervenant suivant s'appelle David Fraiche et c'est un écrivain de talent. Bonsoir à tous. Mes chers amis, mesdames et messieurs, nous vivons en ce moment un temps furieux. Un temps où les justes sont seuls, où le silence entoure ceux qui se tiennent encore debout, où la soumission à l'ennemi ne se fait plus par la puissance des armes, mais par le consentement moral. Aujourd'hui, oui, ce ne sont plus les chars et les avions qui nous font reculer, mais les mots
les slogans retournés, les valeurs inversées, la mécanique des foules et peut-être ce qui est encore plus grave, la mécanique de ceux qui les excitent. Il y a tous les jours trop d'abdications. Nous cédons devant la meute, nous cédons devant les alliances troubles, nous cédons devant le vacarme. Mais je vous le dis ce soir, la vraie résistance, elle, ne défile pas en meute. La vraie résistance ne vient pas chercher des enfants dans leur lit. La vraie résistance ne se cache pas derrière ses propres enfants. La vraie résistance ne brûle pas des corps des vivants et elle n'échange pas les corps des morts. Une vraie résistance n'a pas besoin de se prendre en photo sur un bateau pour masquer son naufrage moral. Nous vivons un temps absurde et je veux vous dire que les mots ont un sens. Et chez moi, quand on ne mange pas pendant 12 heures, ça ne s'appelle pas une grève de la faim, mais simplement un régime intermittent. Non, les vrais résistants n'ont jamais peur de l'exclusion. Ils la connaissent tant. Les vrais résistants accueillent souvent la solitude. En disant ces mots, résistance, solitude, exclusion, comment ne pas penser à nos deux grands écrivains nationaux, Kamel Daoud et Boualem Sansal, ce dernier étant encore embastillé de l'autre côté de la Méditerranée. Ces deux hommes, eux, connaissent le vrai salaire de la vérité. Avec vous ici ce soir, je pense aussi à nos amis israéliens, nos amis iraniens, peuple frère, qui, si c'était nécessaire, nous inspire et nous montre encore une fois que le vrai courage est toujours à la fois physique et moral. Oui, les mots ont un sens. Et ceux qui s'acharnent tous les jours à les transformer en slogans, en fait, je vous le dis, en disent bien davantage sur eux qu'ils en disent sur leur proie, et leur proie, c'est nous. Ces slogans, nous le connaissons tous. Génocide, 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 jour après jour, phrase après phrase, page après page. Disons-le encore une fois si nécessaire. Le 7 octobre a déshonoré la cause palestinienne. Et si il était vraiment obligatoire de devoir convoquer des comparaisons avec le nazisme, alors ce ne sont pas les bottes des SS qu'il faudrait convoquer, mais la violence crasse des SA. La France insoumise, pour recruter ses hordes, utilise exactement les mêmes critères que ces milices de la honte que furent les SA. Ces critères, quels sont-ils? C'est très simple. Une violence inébranlable et la loyauté indéfectible au chef. La France insoumise, les conséquences de leurs actes, jour après jour, sèment le chaos pour le chaos et font couler du sang juif sur le sol de France. Ils affaiblissent nos défenses et renforcent notre plus grand ennemi. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là ce soir, notre plus grand ennemi, l'islam radical. Alors il nous faut un sursaut. Le sursaut, ce fut le 18 juin. Aujourd'hui, la résistance est de notre côté. Le 18 juin, ce n'est pas juste une date, ce n'est pas une suite de chiffres, ce n'est pas un souvenir. C'est en fait la cristallisation du plus fort et du plus beau de la France. C'est la force, c'est la splendeur de la solitude, c'est la créativité, c'est le combat, c'est aussi le panache, ce mot si français. Et tout cela au bord du précipice. Merci et vive la France. La parole à présent est à Elisabeth Lévy. Mettez-vous en face, s'il vous plaît. Je vous assure, c'est plus confortable. Il n'y a plus de soleil. Mettez-vous en face. Elisabeth Lévy, s'il vous plaît. Voilà. Vas-y. Oui. Bonjour à tous. Alors, je vous prie de m'excuser car contrairement à mes excellents camarades, je n'ai pas préparé de grand discours. Oui, je suis désolée. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le point de départ, qu'on observe avec intérêt ce qui se passe, avec fierté aussi, pas seulement avec peur et inquiétude. Et c'est bon, pour le son, ça va? Et donc je ne vais pas reparler du droit d'Israël à se défendre. Je voulais vous faire part
de quelques réflexions sur ce que j'ai entendu ces derniers jours. Parce que quand ça a commencé en Iran, dans le climat, disons, que David vient de décrire, génocide tous les 4 matins, je me suis dit, bon, cette fois-ci, on va avoir un répit, les gens vont applaudir. Des gens vont applaudir. Et le soir même, place de la République, il y avait, ou peut-être 2 jours après, il y avait des drapeaux de la République islamique. Et je vous passe sur les insoumis, on a l'habitude. Tout de même, je suis encore naïve parce qu'au début, j'ai quand même été étonnée que cette gauche qui est supposée être LGBTiste, féministe, tout ce qu'on veut, etc., soit tellement aveuglée par sa détestation d'Israël qu'elle préfère encore les mots-là. Donc j'étais encore un peu étonnée. Puis je me suis rappelé qu'après tout, leurs prédécesseurs avaient soutenu la révolution culturelle. Donc on ne devrait pas s'en étonner. Mais ce qui me peine, je dois dire, et ce qui devrait tous nous inquiéter, c'est qu'il y avait quand même, il y a eu dans l'histoire une gauche de la liberté. Elle a même fait, de temps en temps, elle fait des scores par-ci, par-là. Elle nous dit après, plus jamais d'accord. Et il y a dans ce pays, je sais, des électeurs de gauche désemparés, c'est-à-dire qui se demandent où elle est passée. Et non mais je le dis, je ne suis pas spécialement de gauche, je ne suis pas un parti de gauche, mais quand même, ne croyez pas que c'est juste une question de parti. Aujourd'hui, vous faites des sondages déjà dans la population, on commence à se dire quand même, attaquer un autre État, etc., etc. Ça infuse dans les universités, ça infuse dans les médias. Sur France Inter, dès samedi matin, la ligne c'était Netanyahou. Vous êtes assis? Non, mais c'est pas grave. Netanyahou torpille la détente en Iran, avec l'Iran. Bon. Moi, j'ai pensé que c'était l'heure des comiques. Mais voilà. Et je voudrais, pour terminer quand même, je ne sais pas si David Fraîche est encore là, mais même s'il n'est pas là, je vais quand même lui répondre. Je pense que c'est tout à fait faux de dire que les Juifs sont seuls. C'est tout à fait faux. Et c'est vraiment pas bien pour les gens qui en prennent plein la figure parce qu'ils soutiennent Israël. Je voudrais avoir quand même un mot pour Sophia Aram ici. Voilà. Sophia Aram a eu le malheur d'écrire un papier très très drôle sur Pince-mi et Pince-moi dans un bateau. Et c'était vraiment un papier rigolo. Et dans ce papier, que je vous recommande, on doit pouvoir le trouver, qui était dans le Parisien, où elle fait des chroniques, dans ce papier, à un moment, elle parle de Greta Thunberg en l'appelant Miss Chris Paul. Ouh, alors ça, les Chris Paul, c'est les petites, pour ceux qui ne savent pas, c'est les petites biscottes suédoises. Bon. Cripples, bon, oh là là, pardon. Eh bien, la Société des journalistes du Parisien vient de faire un communiqué outragé, donc ils ne peuvent pas quand même dire qu'elle n'a pas le droit de se moquer de la flottille, bien que ce soit ça qu'ils pensent, mais en disant que Sophia Aram est coupable de racisme à l'endroit de Greta Thunberg. Alors, c'est peut-être la seule bonne nouvelle du jour. La Société des journalistes du Parisien reconnaît qu'il peut exister un racisme anti-blanc. Mais par ailleurs, je voudrais quand même vous dire qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui ne sont pas juifs, qu'il y a beaucoup de gens qui défendent la liberté malgré tout. Alors ne dites pas que les juifs sont seuls, parce que c'est pas vrai. Notre prochain intervenant, vous le connaissez très bien. C'est une superstar des réseaux sociaux, Simon Moss. Bonjour à tous. Alors j'ai relevé les micros quand même. Alors, bonjour à tous. L'audace, le courage, le refus de la fatalité ne sont pas des vertus à la portée du commun des mortels. Pourtant, il y a 85 ans ce jour, alors que la France sombrait dans la déroute et que ses capitaines quittaient un à un le navire, un homme s'éleva au-dessus des autres et prononça un mot qui avait déserté le vocabulaire des chefs. Ce mot, c'était non. Non à la soumission
déguisée en paix. Non au cessez-le-feu avec un ennemi mortel. Non à la capitulation de la France. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle, à peine nommé général et réfugié à Londres, appelle solennellement les Français à entrer dans la résistance contre l'occupant allemand. Inconnu de ses compatriotes, dénué de toute légitimité, dépourvu de tout rapport de force, le général porte sur ses épaules solitaires une conviction insolente, celle d'incarner la France. Car la France, pour le général, ne cède pas. Quand l'heure de la survie nationale sonne, Charles de Gaulle ne s'embarrasse pas de subtilité. Il ne s'enlise pas dans les va-et-vient du renoncement. Il se lève et il se bat. Il se lève et il se bat. Le gaullisme, c'est avant tout ça, se lever et se battre. De la France insoumise à certains vieux barons du Quai d'Orsay, on aime ne retenir du père de la Ve République que la doctrine du non-alignement, la diplomatie équilibriste et le souci de ménager un monde arabe, quoi qu'il en coûte. Mais avant d'être président, De Gaulle est général. Et général, un général, ça fait la guerre. Ce que l'on commémore aujourd'hui devant cette statue du général de Gaulle, ce que l'on héroïse aujourd'hui, ce n'est pas la désescalade, ce n'est pas l'immobilisme ni la stabilité des régimes et des convenances. C'est la détermination d'un homme qui, à l'heure fatidique, a crié « Nous nous levons, nous nous battrons, nous gagnerons et nous vivrons ». Depuis 2 ans, un allié de la France, le seul État juif du monde, microscopique lumière de démocratie, minuscule faisceau de liberté dans un océan de dictature et théocratie criminelle, se bat pour un droit que 2000 ans de régimes et de despotes se sont attachés, un à lui nier. Celui de vivre, pas de survivre, de vivre. Une fois de plus, les ennemis mortels d'Israël et à travers lui le peuple juif lui promettent l'anéantissement. Une fois de plus, leurs collaborateurs s'évertuent à leur trouver toutes les justifications. Une fois de plus, des dirigeants, comme malheureusement notre président, professent aux Juifs les vertus de l'impuissance et de la soumission. Et une fois de plus, Israël dit non. Comme l'Ukraine dit non, et comme le général, il y a 85 ans, a dit non. Commémorer l'appel du 18 juin 1940 n'a de sens que si l'on s'en inspire. Alors aujourd'hui, nous célébrons quoi ? Nous célébrons le refus absolu de l'impuissance. Chers amis, aujourd'hui comme hier, nous nous levons, nous nous battons et avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Am Israël Chai et surtout, vive la France! Bien, mesdames, messieurs, nous continuons nos interventions immédiatement, et je profite que ce soit une parlementaire qui s'exprime pour rappeler à tous les intervenants qui vont suivre qu'ils doivent respecter le temps de 4 minutes à l'Assemblée nationale. Ils ont l'habitude, ils savent comment ça marche. Donc immédiatement, Caroline Yadan, et en suivant, Jean-David Ishaï, Michael Sadoun, Omar Youssef Souleiman, Elie Chouraki, Éric Béchoulan et Amin El Bailly. Caroline Yadan.
Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Rappelons-nous en ce 18 juin de cette citation de Winston Churchill, grand homme de la résistance, comme le général de Gaulle. En ce 18 juin, nous saluons l'esprit de résistance, celui qui en 1940 osa dire non à la capitulation, celui qui fit de la France un pays debout, fidèle à son idéal de liberté. À travers Charles de Gaulle, nous honorons le refus farouche de l'abandon, une soif inextinguible de liberté, le choix de l'honneur face à l'abdication. Un esprit qui, hier comme aujourd'hui, reste notre rempart contre les totalitarismes, les renoncements, les abandons. Un esprit qui rappelle que face à l'ennemi, il y a toujours un choix, celui de se lever, de dire non et de continuer le combat. Mais cet esprit n'appartient pas au passé. Il nous parle aujourd'hui avec urgence. Il nous parle des valeurs républicaines et de laïcité si menacées, de la terreur morale qui veut éteindre la pensée, des silences et des lâchetés face à l'hydre qui ressurgit de ses cendres. Il nous parle de peur, d'ignorance, de calomnie et d'obsession identitaire. Cet esprit de résistance, né de notre propre refus de la soumission, résonne aujourd'hui avec une intensité particulière, là où la liberté est à nouveau menacée. En Israël, cible du terrorisme islamiste. Ce que vit Israël n'est pas un conflit lointain, c'est la ligne de front d'une guerre mondiale. Une guerre mondiale contre une idéologie de mort. Le fascisme islamiste, celui qui frappe à Téhéran, à Gaza, mais aussi à Paris, à Toulouse ou au Bataclan. Nous sommes à l'heure de vérité. Si Israël tombe, ce n'est pas une nation qui vacille, c'est le monde libre qui chancelle. La communauté des nations doit se tenir aux côtés d'Israël et du peuple iranien, qui aspire lui aussi à sa libération du joug des mollahs. La riposte d'Israël en Iran n'est pas seulement légitime, elle est une leçon de courage politique face à une menace que trop d'États préfèrent ignorer. Une leçon de lucidité face à des régimes qui avancent masqués, mais n'attendent que notre faiblesse pour frapper. Oui, les nations libres doivent se défendre, y compris les armes à la main. Et peut-être, qui sait, que cette riposte marquera la fin d'un régime et l'aurore d'un nouveau jour pour le peuple iranien et pour le monde. Un monde où la liberté triomphe enfin, où la paix n'est plus un espoir fragile, mais une conquête retrouvée. C'est cela profondément l'esprit de résistance. Ne jamais, jamais céder face à la peur, ne jamais céder face à la terreur. Vive la résistance, vive la République, vive la France. Merci Caroline. Petit changement dans l'ordre de passage. Il sera sur un plateau de télévision juste après. C'est notre ami Elie Chouraki. Approchez-vous un peu, que je vous vois dans les yeux. Alors, un discours très gaullien, français-française. En ces temps de troubles, de tension et de rage, en ces temps où la France se fait moquer, ridiculiser, tandis que son monde vacille, tandis que son peuple se cherche et titube entre doute et espoir, le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, je vous le dis, rien n'est perdu pour notre pays. Car une chose demeure et demeurera toujours pour nous Français, notre devoir moral, notre fidélité à nos principes et notre exigence de vérité et de justice. Aujourd'hui, un peuple ami, fier et libre, un peuple à nu crède, d'élite, sûr de lui et dominateur, comme on l'a dit parfois, mais au cœur aimant, je peux vous l'affirmer, un peuple que l'histoire a éprouvé comme nul autre pareil, fait face à une épreuve terrible. Ce peuple, c'est le peuple d'Israël.
Israël lutte pour son existence. Israël lutte pour la vie de ses enfants, pour la sécurité de ses familles, pour le droit élémentaire d'exister en paix. Mais Israël lutte aussi pour que nous, le monde occidental, nous, Français, continuons de vivre, d'être, avec nos coutumes, notre mode de vie, nos religions, nos églises, nos collines, nos montagnes, nos grands hommes. Et les valeurs que ces grands hommes nous ont léguées, oui, vous, général de Gaulle, valeurs que vous nous avez léguées dans le respect de l'autre. Pourtant, trop souvent, au lieu de soutien ici dans notre pays, Israël rencontre la suspicion. Au lieu de la fraternité ici dans notre pays, il subit l'isolement et on met même un voile noir sur son visage pour que personne à Paris ne puisse le voir participer à une rencontre dans un lieu qui porte le nom de l'écrivain français Paul Bourget, tandis qu'à Alger se meurt un autre écrivain français, Boualem Sansal, et que pour lui, on ne fait rien. Mais la France, la vraie France, ne peut se taire car la guerre que mène ce peuple frère est une guerre mondiale. Et comme nous n'avons pas oublié que c'est au nom de la dignité humaine que nos peuples se sont dressés contre toute forme de barbarie, et comme nous n'avons pas oublié que c'est dans les cendres de la Shoah qu'Israël s'est levé, porteur d'une mémoire et d'un avenir, nous savons aujourd'hui que ce pays libre entouré de haine, menacé jusque dans ses écoles, ses synagogues, ses villes et ses villages, est un pays qui, comme nous avons besoin de lui, a besoin de ses semblables, de ses amis, de ses frères, de nous, la France. Quoi qu'en disent certains au Quai d'Orsay, quoi qu'en dise une partie de la gauche extrême, quoi qu'en disent les semblables aux Doriot du PPF, au DA du RNP, aux Delongue de la Cagoule, ceux des terribles années 1940, la France ne doit pas être neutre quand il s'agit du droit à la vie, du droit à la paix, du droit à la justice. Et toutes ces fautes, tous ces en même temps, tous ces retards, toutes les souffrances ne doivent pas l'empêcher de combattre aux côtés de ses amis. J'en appelle donc à la conscience de notre nation, j'en appelle à la conscience de notre président de la République Emmanuel Macron, à la conscience de notre Premier ministre François Bayrou, à la conscience de notre gouvernement et de son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Et je leur dis dans cet appel du 18 juin 2025, oui, nous avons nos combats, oui, notre pays traverse des difficultés, mais il est une grandeur que rien ne doit effacer, celle de tendre la main à un allié qui partage avec nous les valeurs de la démocratie, de pluralisme et de liberté, celle de tendre la main à ceux qui luttent contre un régime de mort. Françaises, Français, Monsieur le Président, en faisant aujourd'hui ce que nous devons faire pour Israël, c'est notre honneur que nous sauvons, c'est notre humanité que nous affirmons, et c'est un avertissement que nous lançons au monde. Non, la France n'abandonne pas ses valeurs, malgré à l'Assemblée nationale son aile gauche haineux. Non, la France n'est pas devenue un pays qui accepte et se soumet à des régimes d'assassins, malgré la propension de certains politiques français prêts à se compromettre avec des islamo-nazistes pour quelques voix de plus dans les élections municipales. Israël vivra, parce qu'il se défend. Israël vivra parce qu'il croit. La France doit être à ses côtés parce qu'elle se souvient, parce qu'elle comprend et parce qu'elle sait, comme savait le général de Gaulle lorsqu'il a refusé l'antisémitisme, la collaboration, la défaite, Pétain, Laval et les autres, parce qu'il voulait que nos enfants puissent nous regarder, nous, leur mère et leur père, sans rougir, au fond des yeux, avec fierté. Vive la République, vive la France. Je ne sais pas vous, mais moi, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure me fait chaud au cœur. Jean-David Ishaï, président de Tous 7 octobre. Merci, cher Arié. Bonsoir à toutes et à tous. Ce que nous pouvons partager aujourd'hui avec celles et ceux qui, il y a 85 ans, jour pour jour, ont répondu à l'appel du 18 juin, c'est une certitude simple et puissante. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas détourner les yeux. L'inaction n'est pas une option. Alors bien sûr, nous n'avons pas pris les armes et nous n'agissons pas dans la clandestinité. Nous ne risquons ni la déportation, ni l'exécution pour la distribution d'un tract ou pour un discours. Mais nous avons hérité des résistants le refus de rester les bras croisés face à ce que nous considérons comme une menace existentielle pour notre pays, pour ses valeurs, pour ses principes. Le 7 octobre 2023, une barbarie sans précédent s'est abattue sur les civils israéliens. Des enfants ont été brûlés vifs, des femmes ont été violées, mutilées, exhibées comme des trophées.
Des familles entières ont été massacrées dans des maisons, des bébés, des vieillards, des adolescents. Des centaines de civils ont été pris en otage. 53 sont toujours à Gaza depuis 20 mois maintenant, dans des conditions que l'on n'ose à peine imaginer. Cela fait 20 mois. Nous n'oublions rien, nous ne les oublions pas. Le 7 octobre 2023, le monde a changé et les masques sont tombés. En France, nous avons choisi d'agir pour défendre la mémoire des victimes, défendre la vérité, la justice. Tout 7 octobre est né pour que ces otages ne soient jamais oubliés, qu'ils ne deviennent pas de simples lignes dans des statistiques, des chiffres sans âme. Ils doivent être libérés immédiatement et sans condition. Sans leur libération, aucun espoir de paix n'est possible avec les Palestiniens. Au-delà de l'horreur, le moteur de notre mobilisation, c'est ce qui a suivi ici en France. La gêne, le silence, l'ambiguïté, l'effacement, souvent l'indécence. Comme depuis quelques jours dans le cadre de la guerre entre l'Iran et Israël, c'est le droit international qui a été convoqué en permanence. Mais pour être vidé de sa substance, détourné, bafoué, utilisé comme un paravent pour finalement être un outil au service du Hamas, du Hezbollah et maintenant de la République islamique d'Iran. 3 ans que sont retenus arbitrairement à Téhéran nos deux compatriotes, Cécile Collère et Jacques Paris, Arié, tu en as parlé, dans l'indifférence quasi générale. Ils doivent être libérés. Il ne semble pas y avoir de droit international pour eux, malheureusement. Nous croyons au droit des démocraties à se défendre. Et nous croyons que ce droit est d'autant plus légitime qu'il s'exerce face à une idéologie qui, elle, ne respecte ni la vie ni le droit. Une idéologie qui est l'ennemi commun de la France, d'Israël, des Iraniens et de la liberté, l'islamisme. Alors aujourd'hui, quels sont nos modes d'action ? Notre objectif est d'abord d'interpeller. Interpeller les pouvoirs publics, bien sûr, mais surtout interpeller tous les Français, en occupant l'espace public, en continuant à afficher partout les visages des otages, des victimes du 7 octobre, dans la rue, sur les réseaux sociaux, lors des rassemblements, dans les manifestations, sans céder un pouce de terrain à ceux qui veulent les effacer. Et en maintenant leur mémoire vivante. Nous refusons par exemple d'oublier le courage d'Aviv Hatzili, dont on vient de retrouver le corps, et qui est tombé en défendant le kibbutz Nir Oz. Nous refusons d'oublier Ohad Yahalomi, franco-israélien, kidnappé vivant au petit matin et tué en captivité. Nous refusons d'oublier Elkana Bobot, qui depuis les profondeurs du tunnel où il est retenu, appelle à sa libération. C'est ce que nous faisons depuis 20 mois, c'est ce que nous continuerons à faire. Car nous pensons, dans l'esprit du général de Gaulle, que le dernier mot n'a pas été dit et que l'espérance ne doit pas disparaître. Merci à tous. Bravo Jean-David. Nous accueillons à présent Mickaël Sadoun, communicant et chroniqueur sur CNews. Bon moi, comme c'était le 18 juin, je me suis contenté bêtement de faire un discours sur le gaullisme. Évidemment, il y aura un lien avec Israël et avec la défense de nos idées, vous inquiétez pas, mais il me semblait important quand même de rappeler ce qu'était le gaullisme et le rôle, je dirais, de la politique aujourd'hui, parce que on fait tous ensemble les mêmes constats, je dirais, des mêmes problèmes, des mêmes catastrophes dans le discours politique et aussi dans ce qui se passe en France et en Israël. Mais je crois qu'il faut garder ensemble l'espoir en la politique et je vois trop de gens se décourager de ça. Puisqu'on est devant la statue du général de Gaulle, il faut se rappeler quand même qu'il y a 85 ans, un homme s'est levé pour dire non. Non à l'abandon, non à la défaite, non à l'envahisseur. Il était seul, cet homme, c'était le général de Gaulle. Je crois que dire non, c'est la première mission, en fait, de l'homme politique. Se révolter face à l'ordre du monde, ne pas prendre les choses pour acquises, trouver dans l'injustice, et nous ressentons tous cette injustice, le carburant de l'action. Je crois que c'est l'essence même de la politique, et je crois que nous devons garder cette révolte pour en faire quelque chose de positif, tous ensemble. À une époque où la politique, je trouve, est trop moquée, huée, détestée par tant de nos compatriotes, le gaullisme incarne ce qu'elle a de plus noble, je dirais. Je ne sais pas si le général de Gaulle était vraiment un homme politique, mais il était en tout cas un homme qui faisait de la politique. Et il a sauvé son pays et il l'a refondé par la politique. Il a dit non à l'invasion allemande. Il n'était pas forcément le plus puissant à l'époque, et il n'était pas forcément le mieux qualifié pour le faire, pas forcément le plus légitime, il n'était qu'un petit secrétaire d'État qui est parti à Londres pour le faire. Mais il avait une certaine idée de la France et il était prêt à tout donner pour défendre cette idée. Et je crois qu'aujourd'hui, 85 ans plus tard,
c'est à nous de dire non. C'est à nous d'être, en quelque sorte, et désolé d'utiliser le terme, des insoumis. Oui, il faut que nous soyons des insoumis, mais des vrais insoumis. Quel dommage qu'un parti politique indigne et dégradé, ce beau mot d'insoumission, ce parti politique que nous connaissons tous et que nous n'avons pas envie de citer, ce parti qui est tous insoumis, tout sauf insoumis, puisqu'il est sectaire, grégaire, pleutre, antisémite, collabo, bravo, merci de compléter. Quel dommage qu'il ait pourri ce beau mot d'insoumission, parce que nous devons être insoumis. Nous devons être insoumis devant les idéologies qui veulent détruire l'Occident. Nous devons être insoumis devant, je dirais, la grégarité parfois du débat public, sa simplification, son manichéisme. Nous devons aussi lutter contre ça. Nous devons aussi être insoumis devant le défaitisme. Parce que personnellement, moi, j'ai vu trop de gens, souvent d'ailleurs des centristes, passer, je dirais, d'une certaine naïveté à une posture de catastrophisme et d'abandon, comme si il n'y avait plus rien à faire. Moi, je crois qu'il y a encore quelque chose à faire par la politique. Merci beaucoup. Il paraît, vous savez, qu'avant de partir à Londres, le général de Gaulle est allé voir Georges Mandel, ministre de l'Intérieur à l'époque, et juif d'origine, et il lui a dit « Vous êtes la flamme de la résistance, ne vous éteignez pas ». Moi, j'aime beaucoup cette métaphore de la flamme pour symboliser l'engagement en politique. Parce que vous savez, une flamme, lorsqu'elle est isolée, elle est faible et elle peut s'éteindre. Mais quand on souffle dessus, et quand elle se joint à d'autres flammes, comme nous le faisons aujourd'hui, la flamme peut grandir et elle peut tout conquérir. Croyez-moi, on peut soulever un pays, on peut le changer avec seulement quelques bonnes âmes qui s'investissent et qui s'engagent pour le transformer, vraiment. La flamme, vous savez, c'est aussi la métaphore de la chaleur, de ce qui unit, de ce qui apporte la lumière. Donc moi, personnellement, je souhaite que la flamme française reste forte et vive dans la Maison France, vraiment. J'avais aussi envie de dire autre chose. C'est que l'appel du 18 juin nous montre que l'engagement politique n'est jamais vraiment une vaine entreprise. Une parole bien dite, de la bonne manière, par la bonne personne, peut vraiment réveiller l'âme des peuples et mobiliser des forces pour défendre la liberté et la dignité. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer le peuple israélien qui, en ce moment même, lutte pour sa liberté et pour sa dignité. Je salue son courage et aussi les gens que je connais et que j'aime là-bas. Je salue aussi par la même occasion le peuple iranien qui lui aussi lutte pour sa liberté et pour sa dignité contre le régime sanguinaire des mollahs. Et il faut toujours le rappeler parce que ces gens-là sont aussi nos amis et nos frères et j'espère qu'un jour on se retrouvera dans un esprit d'amitié avec les mollahs très loin d'ici. Voilà. Bravo, merci madame. Femme, vie, liberté et Am Israël Chai. Donc, je voulais terminer un petit peu sur toute cette politique qui maintenant nous désabuse, avec en plus la France insoumise qui la dégrade totalement en balançant dans la vie politique des racailles, des incultes, des violents, qui dégradent tous les jours l'image de la vie politique devant une population médusée qui, au lieu d'admirer ses dirigeants, finit par les mépriser de plus en plus. Ma génération est de plus en plus désabusée par la politique et je veux lui dire de ne pas céder au cynisme parce que si la France et l'Europe cèdent à l'illusion que la politique est une vieille lune et que ça ne sert plus à rien, nous allons, je vous le dis, nous faire manger. Nous allons nous faire manger par les grandes puissances qui, eux, croient encore à la politique et placent à leur tête des hommes forts et d'autorité qui portent avec eux le destin de leur civilisation. Je le crois réellement. Donc, vous savez, il y a un écrivain qui était d'ailleurs un admirateur du général de Gaulle qui disait que l'espérance était un risque à courir. Et je crois que si on est tous aujourd'hui ici ensemble, c'est que tous, chacun à notre manière et à nos postes, nous sommes prêts à courir le risque de cette espérance. Gardons l'esprit du 18 juin qui est un appel à la lucidité, un appel au courage, un appel à l'action, pas un appel figé dans le marbre du passé, mais une invitation à renouveler cet effort quotidiennement et à croire que la politique peut faire encore ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire agir, protéger, rassembler. Vive la République, vive la France. En ces jours particuliers, vive Israël. En ce 18 juin, vive le général de Gaulle et l'esprit de la résistance. Et bien sûr, vive la politique. Merci beaucoup. Monsieur Omar Youssef Souleyman, écrivain et journaliste. Bonsoir.
Je n'ai pas préparé grand chose. J'aimerais juste dire un petit mot. C'est que j'ai grandi dans un monde, le Proche-Orient, où le mot juif est une insulte, où l'antisémitisme, les islamismes et cette propagande atroce nous a dominés depuis des dizaines d'années. La France m'a protégé, mais aussi m'a sauvé de cette propagande. C'est pour ceci que j'ai adopté ce pays qui m'a adopté. Et ce qui m'a toujours surpris depuis mon arrivée en France en 2012, c'est la présence de l'islamisme ici. L'islamisme duquel on a fui au Proche-Orient. Ce qui me surprend aussi, c'est que ça fait des années et des années qu'il y a des Françaises et des Français qui alertent la France de cette présence énorme, de cette manipulation des frères musulmans. Les frères musulmans, aujourd'hui, ils sont interdits en Jordanie, ils sont interdits en Émirats, en Arabie Saoudite, en Égypte. En Syrie même, ils sont considérés comme des terroristes et ils sont toujours présents ici en France. Donc c'est tellement surprenant, franchement je ne le comprends pas du tout. Un petit mot sur l'actualité. L'Iran est un grand pays. En Syrie, j'ai fait mes études de la littérature arabe et j'étais tellement surpris qu'au 8e siècle, la plupart des savants, des philosophes, des mathématiciens, des poètes, des musiciens, des architectes étaient des Iraniens. C'est eux qui ont emmené la richesse de cette région. Même les grammaires de la langue arabe, c'était un Iranien qui les a fait. C'est bah ouais. Alors aujourd'hui, je pense que c'est tellement évident pour soutenir les valeurs dans notre pays, c'est soutenir le peuple iranien et être contre les mollahs et les ayatollahs. Parce que les ayatollahs ne représentent nulle part l'Iran, nulle part. C'est une culture et une civilisation enracinée dans l'humanité qui date aux milliers d'années. Et je pense aujourd'hui est tellement honteux d'aborder les drapeaux de mollahs au cœur de Paris. Et je pense que pour soutenir l'Iran, on n'aborde pas ce drapeau. Pour soutenir l'Iran, il faut soutenir le peuple iranien contre les ayatollahs. Parce que la libération de cette population signifiera la libération de toute la région de la propagande islamique. L'Iran est le dernier pays dominé par l'islam politique aujourd'hui. Un petit bout avec la Syrie. Mais ni au moins, c'est un peu relatif quand même. Et je termine par dire que les valeurs de notre pays, parce qu'aujourd'hui je me considère avant tout comme un Français, que j'appartiens à la France universaliste, à ses valeurs et à ses principes et à son histoire. Ces valeurs qu'on vit aujourd'hui, la liberté d'expression, l'égalité femmes-hommes, les droits humains et l'état de droit ne peuvent pas continuer sans se battre, surtout contre la France insoumise. La France insoumise qui a trahi notre pays. C'est collabore avec les islamiques ici en France et ailleurs. Et heureusement qu'on a aujourd'hui des enquêtes, et on a des voix qui se lèvent face à ces politiciens qui trahissent notre pays. Je pense tout simplement que le combat continue, chacun et chacune dans son terrain, à travers sa voix, à travers son métier. Et je peux tout seulement dire que vive la France universaliste, ses valeurs et ses principes. Merci. Bien, à suivre, Éric Méchoulan, Alexandre Rifaille, et on terminera avec Amin El-Bailly. Éric Méchoulam, c'est à toi. L'appel du 18 juin, c'est le premier moment d'un relèvement qui a mis des années à se faire. Et c'est le premier moment après ce qu'on appelle avec Marl Bloch l'étrange défaite. Et il me semble que nous vivons aujourd'hui une sorte d'étrange défaite ici en France. L'étrange défaite, alors que la France était matériellement plus puissante que l'Allemagne en 1940, c'est la défaite d'un pays qui n'a pas su comprendre son adversaire et qui n'a pas su vivre les valeurs qu'il prétendait incarner. Et c'est pour ça que je vois une très grande similarité entre cette défaite d'hier et la défaite d'aujourd'hui, qui nécessite, comme Arié m'a invité à le faire, de commémorer l'appel du 18 juin. Aujourd'hui, l'étrange défaite, c'est celle de la liberté qui se réduit très largement dans notre pays, ou alors qui est travestie dans une sorte de licence. C'est la défaite de l'égalité qui a laissé place à l'égalitarisme, qui est le nivellement par le bas, et donc la disparition des générations à venir.
c'est la défaite de la solidarité sous les assauts des communautarismes. Et le résultat, on le connaît, c'est un pays en déconfiture financière, économique, avec un tissu social en décomposition qui est reflété à l'Assemblée nationale par la décomposition politique dont les orateurs précédents ont fait mention. Et puis c'est surtout un déclin moral qu'on voit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Donc l'étrange défaite, elle est là. Et puis il y a des gens, comme vous, qui veulent dire non. Mais dites-vous bien, qui étaient les gens qui disaient non en 1940 et qui ont rejoint le général de Gaulle à Londres? D'abord, c'était des aventuriers, parce que la cause semblait tellement perdue qu'il fallait être pratiquement fou ou inconscient pour le rejoindre. Il n'avait aucun avenir. Moi, je me suis entretenu avec un compagnon de la Libération qui est décédé il y a quelque temps, juste avant son centenaire, et qui m'a dit « On partait là-bas à l'aventure, car rien n'était gagné, il n'y avait même aucune chance de gagner en juin 40. » Ensuite, c'était des mauvais Français, voire des criminels, parce que la continuité de l'État, la légitimité et bientôt la légalité se trouvaient du côté de Pétain. Donc, des mauvais Français. Et enfin, c'était des traîtres qui ont été immédiatement accusés de faire le jeu d'abord des Britanniques, ensuite des Soviétiques, comme, et c'est le paradoxe de notre temps, ceux qui défendent les valeurs universalistes de la République sont aujourd'hui accusés de faire le jeu des Américains, des Israéliens ou de je ne sais qui. Et je pense que être des mauvais Français en compagnie des compagnons de la Libération, c'est quelque chose d'agréable à vivre et qui réchauffe le cœur, pour reprendre l'expression d'Arié. Et face à ça, il y a l'esprit de la collaboration. Il y a ceux qui disent non et il y a ceux qui disent oui ou peut-être. Et l'esprit de la collaboration, il est là. N'oubliez pas que la collaboration, avant d'être le service d'une puissance étrangère, c'est la jouissance de la défaite, la jouissance de l'écroulement d'un monde pour pouvoir en bâtir un autre sur des fondements complètement différents. Et les gens qui veulent faire ça, ils sont là. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont dans la société et ils sont prêts exactement à faire ça. Et puis la collaboration, elle est ailleurs. Moi, j'étais très impressionné par les conclusions du rapport qui a été fait sur l'entrisme des frères musulmans en France. Et en lisant les préconisations des hauts fonctionnaires qui l'ont rédigé et qui suggèrent d'amadouer les frères musulmans en leur cédant, ils faisaient de la collaboration. La collaboration, elle est déjà présente dans la haute fonction publique, comme s'il y avait des gens qui étaient prêts à servir leur nouveau maître qui allait arriver bientôt. Donc, le moment de dire non est très bien choisi aujourd'hui. L'esprit de l'appel du 18 juin, c'est le choix de l'aventure contre la résignation. C'est le choix du courage contre la collaboration. Alors, on a beaucoup dit « Vive la République et vive la France », ce qui est très légitime aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit écart universaliste en allant chercher une autre citation chez un auteur qu'on cherche toujours parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui a prononcé cet aphorisme, entre Charles le Téméraire et quelques Guillaume d'Orange. Mais point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Alexandre Rifaille est écrivain franco-syrien. Ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Ils veulent votre mort. Cette phrase, je l'ai prononcée à Tel Aviv avant le 7 octobre. Je l'ai dite à des amis. Certains m'ont ri au nez. D'autres, ils m'ont dit que j'alimente la haine, que je parle trop de cette haine. Et d'autres m'ont dit que je relayais la propagande de l'extrême droite israélienne. Et puis, il y a eu le 7 octobre. Des morts,
1200 personnes tuées en une seule matinée, des femmes violées, des centaines d'otages, dont des nourrissons étranglés devant leur propre mère. C'est cette haine dont je parlais qui a mené au 7 octobre. Et cette haine a un nom. C'est l'islamisme radical. C'est le djihadisme. C'est la haine des juifs nourrie par le djihadisme. Alors, cette haine ne s'arrête pas à la frontière d'Israël. Bien sûr, ce que nous avons vu le 7 octobre est le fruit d'un long travail idéologique mené par les islamistes sunnites, les frères musulmans, dont sont issus le djihad islamiste et le Hamas, mais aussi par les islamistes chiites en Iran, le régime des mollahs. Tous les deux sont des idéologies, on va dire, c'est des courants islamistes radicaux, d'accord. Dans le passé, jadis, elles étaient opposées l'un contre l'autre. Ils faisaient des attentats en Syrie contre les chiites et contre les alaouites, les frères musulmans. Mais désormais, ils sont unis par la haine, unis par une seule obsession. D'abord la destruction d'Israël, ensuite la haine de l'Occident, pas uniquement d'Israël, mais la haine de l'Occident, et ensuite c'est soumettre le monde libre dans lequel nous vivons, nous tous, aujourd'hui. Alors mon premier appel en ce 18 juin, je vous adresse à vous tous, à nous tous. Écoutez ceux qui savent, ceux qui viennent de cette région. Il y en a eu parmi nous dans cette assemblée. Savent eux qui sont venus du Moyen-Orient, qui ont vu nos pays détruits par les islamistes, nos peuples massacrés par les islamistes, et surtout, en réalité, des sociétés animées par la haine, c'est aussi réduites, revenues, ramenées au Moyen-Orient, au Moyen-Âge, par les islamistes. Ce que les islamistes ont fait chez nous, en le Moyen-Orient, en Syrie, je suis témoin, ils veulent le faire ici, en Occident, en France. L'islamisme en France a changé de forme, mais pas de fond. C'est l'islamisme de l'avance, avec ses avis de la cause palestinienne, les droits de l'homme, mais aussi les associations humanistes, etc. Et pourtant, cette extrême gauche, en fait, en réalité, cet islamisme est aussi représenté par cette extrême gauche. Et on sait bien, elles sont le cheval de Troie de cet islamisme. Rappelez-vous, la France insoumise en 2018, ils ont critiqué le Qatar pour la Coupe du Monde. Les avez-vous entendus depuis critiquer le Qatar parce qu'ils finançaient les islamistes et les terroristes? Jamais. Jamais. Silence radio. Et pendant ce temps-là, je vais essayer d'aller plus vite, pendant ce temps-là, c'est notre jeunesse qu'on empoisonne en France. Alors, oui, on lui apprend à haïr Israël, on lui apprend à mépriser la République, à rejeter la liberté. Et donc, mon deuxième appel s'adresse à cette jeunesse. Je lui dis, ne soyez pas naïfs. Cette extrême gauche, cet islamisme, ne soyez pas naïfs, ils veulent aussi la fin de vos libertés dont vous jouissez aujourd'hui en Occident. Enfin, je vais terminer par un appel très particulier à l'adresse de mes frères
à l'adresse de mes compatriotes de culture arabo-musulmane, je leur dis, l'islamisme, l'islam radical est votre premier ennemi. L'islamisme, il vous enferme. Il vous monte contre le pays qui vous protège. Alors la République ne vous combat pas. La République, elle vous tend la main. Elle a accueilli vos parents. Elle garantit votre liberté. Pas uniquement la liberté de croire ou de ne pas croire. Toute la liberté. Ne servez pas ceux qui veulent vous enchaîner. Vous avez, mes concitoyens d'origine arabo-musulmane, vous avez une chance que personne d'autre n'a. Vous avez une double culture arabo-musulmane et une culture française dans laquelle vous avez grandi et élevé. Alors, au lieu de servir la haine et la violence, devenez des ponts entre ces deux cultures. Devenez des ponts, c'est vrai, il y a beaucoup d'incompréhension entre les deux cultures. Alors c'est à vous de rapprocher, d'expliquer et de travailler sur le vivre ensemble en vous éloignant de l'islamisme radical. Alors voilà, en ce 18 juin, comme en 1940, nous devons nous tous dire non à l'islamisme, non à ses parrains, non à ses relais. Oui à la République, oui à la liberté, oui à la vérité. Ne soyez pas naïfs, ne soyons pas naïfs. L'islamisme veut la mort de nos libertés, la mort de nos valeurs humaines et universalistes. Amin El-Bailly est un juriste. Je crois qu'il est aussi un peu investi en politique, mais je ne sais pas s'il a un mandat. Et puis, c'est un homme de télé, et notamment éditorialiste sur CNews. Amin El-Bailly, s'il vous plaît. Et nous terminerons avec notre dernier invité, juste avant la clôture, que fera mon jeune collègue responsable des programmes d'Agir Ensemble, Félix Égéa. Merci, cher Arié. Merci, cher Arié. Merci aussi à tous les partisans d'Agir Ensemble, mesdames et messieurs, mes chers amis. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple jour de commémoration. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Il y a 85 ans, ici même, la France résistait pendant que le maréchal Pétain collaborait. Le général de Gaulle, lui, lançait un appel au courage, un appel à la liberté, à l'honneur, à l'audace. Mais laissez-moi vous dire une chose qu'on oublie trop souvent, sans redire ce qui a été dit par mes amis tout à l'heure. Il y avait dans les rangs des résistants. Il y avait dans les rangs des femmes et des hommes, mes proches, mes ancêtres. Il y avait aussi des musulmans. Oui, des musulmans de confession, des Français de confession musulmane qui ont risqué leur vie pour que le drapeau tricolore ne tombe jamais. Des héros venus du Maghreb, d'Afrique noire, des colonies de l'époque, qui ont rejoint la France libre, pas pour la détruire, mais pour la défendre. Ils n'ont pas attendu qu'on leur tende la main. Ils ont tendu la leur à une république attaquée. Ils portaient, pour certains, un Coran dans le cœur, mais aussi la France, le drapeau français dans la main. Mes chers amis, aujourd'hui, comme hier, la résistance a besoin de visages nouveaux. Elle a besoin de visages nouveaux parce que la menace est nouvelle. Elle a besoin de voix claires, elle a besoin de vous tous, car la menace a changé. Elle ne porte plus l'uniforme allemand. Elle porte les habits de l'islamisme politique. Ce combat n'est pas celui d'une religion contre une autre. C'est celui de la liberté contre la peur. Mais de quelle peur parlons-nous, mes chers amis? Nous parlons d'abord de la liberté des femmes iraniennes qui luttent contre un régime qui les voile, les enferme, les frappe. La liberté des musulmans ouïghours
persécuté par la Chine, allié de l'Iran, mais dont Jean-Luc Mélenchon n'a jamais versé une larme. La liberté de Boualem Sansal, écrivain algérien, qui combat les obscurantistes avec sa plume, mais dont on tait trop souvent le nom dans nos écoles. Et enfin, mes chers amis, la liberté des otages civils du Hamas, qui n'ont jamais été des résistants, mais les victimes d'un terrorisme qu'on ose encore justifier. Et à nos compatriotes musulmans, mes amis, permettez-moi, je leur dis ceci. Ne laissez jamais l'islamisme parler en votre nom. Ne laissez pas Jean-Luc Mélenchon dicter votre façon d'agir, votre façon de penser ou de prier. La République fera son devoir. Et moi, je vous le dis, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à dire, comme nous l'avons fait à Roubaix. Nous sommes prêts à dénoncer. Nous sommes prêts à agir. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre. Et je vous le jure ici devant vous, la résistance ne s'éteindra pas. Un mot enfin pour mes amis juifs. Il n'y a jamais eu autant de compatriotes juifs qui ont fait le choix de se réfugier en Israël, dans un pays en guerre, qu'en France, parce que les alliés de l'islamisme, les partisans de Jean-Luc Mélenchon, ont trahi la France, ont trahi ses valeurs, comme certains ont fait ce choix dans l'histoire de notre République, et grâce au général de Gaulle ici présent, se sont battus pour notre liberté et pour la vôtre. Un dernier mot, mes chers amis, c'est que je suis enfin très fier de prendre au quotidien la parole sur une chaîne dont on a voulu faire taire le nom, en particulier CNews, mais aussi C8, qui fait flammer la liberté d'expression, cette liberté d'expression qui n'est pas celle partagée sur le service public, sur France Inter, sur France Info. Avez-vous entendu une seule fois des chroniqueurs ou des éditorialistes s'insurger contre l'islamisme ou s'insurger contre l'antisémitisme? Merci à toutes et à tous. Et merci à toi, Arié. Merci à tous nos compatriotes juifs qui se battent, qui sont des résistants et qui sont les nouveaux visages de la résistance française. Vive la République, vive la résistance, vive nos amis juifs et vive la France. Notre prochain intervenant, et on arrive bientôt à la fin, c'est Mohammad Medizadeh. C'est un imam du Conseil mondial des imams et c'est un chiite. Et donc c'est important pour nous de le recevoir et de lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Chers amis, merci d'être venus aujourd'hui. Je suis ici pour vous parler d'un sujet très important. Je suis ici pour vous parler d'un danger grave. Ce danger s'appelle l'islamisme radical. C'est une idéologie qui utilise la religion pour contrôler les gens. Je suis aussi ici pour vous parler du régime de Mollah en Iran. Ce régime qui est un dictateur religieux. Il dit que je parle au nom de l'islam, mais ce n'est pas vrai islam. Il parle seulement pour garder le pouvoir. Il utilise la religion pour faire peur au peuple, pour arrêter la liberté, pour tuer les rêves. Ce régime est un danger pour l'Iran, mais aussi pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Il est aussi un danger ici en Europe, car il essayait de propager ses idées ici en France aussi. Je ne vous parle comme un politicien ou un journaliste, je vous parle comme un témoin. J'ai vécu dans ce régime, j'ai étudié dans ces écoles, j'ai vu mes propres yeux la violence, la haine, la manipulation. Beaucoup de gens comme moi, à l'époque, vont en Iran pour étudier la religion. Ils sont crainqués d'apprendre l'islam. Mais en réalité, ils deviennent la prison. Chaque jour, lavage de cerveau. On leur apprend
haine de juifs, haine de chrétiens, même haine de musulmans. Les musulmans qui sont contre le régime de régime de Mollah en Iran. Mais moi, j'ai gardé espoir. Un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai compris que ce que je veux n'était pas l'islam, mais une dictature. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à dire la vérité à autres étudiants. J'ai pris le risque, j'ai perdu beaucoup, mais j'ai gagné ma liberté. Aujourd'hui, je suis là, à Paris, et je parle ceux qui ne peuvent pas parler. Je parle pour les femmes iraniennes qui n'ont pas le droit de choisir leurs vêtements, qui n'ont pas le droit de chanter, de danser, de vivre libre. Je parle pour les étudiants qui sont en prison juste parce qu'ils sont pensés autrement. Je parle pour les journalistes, les artistes, les minorités religieuses, les militants qui souffrent chaque jour. Je voulais dire tout mon cœur, les Iraniens n'aiment pas ce régime. Le peuple iranien, ils ne sont pas un peuple de culture, ils sont un peuple de culture et sagesse. Ce peuple souffre. Ce peuple attend notre solidarité. Mais ce danger, ce n'est pas en Iran. Il vient aussi ici, en France, en Europe. Aujourd'hui, le régime iranien finance des groupes terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas et développe armes nucléaires. Il envoie ses idées dans nos villes, dans nos écoles, dans les réseaux sociaux. Et ici même, à Paris, on voit des gens soutenir ces régimes. Ils portent ces drapeaux, ils crient ces slogans aussi. Ils disent que pour la justice, mais en réalité, ils défendent un dictateur ou un dictateur qui torture et tue, qui opprime. On les appelle parfois les islamo-gauchistes. Ce sont des gens qui ferment les yeux pour la souffrance, par l'idéologie, naïveté et par intérêt. C'est dangereux, c'est inacceptable. Nous devons dire non, nous devons protéger notre démocratie, nous devons défendre la liberté, l'égalité et les droits des femmes et les droits de tous. Aujourd'hui, en Europe est encore libre. La France est encore une démocratie, mais il y a une menace. C'est une menace de l'islamisme radical et comme un cancer. Il grandit doucement. Il attaque notre société par l'intérieur. Je vous demande, n'ayez pas peur. Ne soyons pas silence, parce que silence aide toujours les dictateurs. Le silence est un poisson. Nous devons parler, nous devons agir. Nous devons soutenir toutes les femmes iraniennes, tous les hommes libres, tous les gens qui veulent simplement vivre normalement. Je veux dire un grand merci à ceux qui luttent contre ce régime. Merci aux hommes qui refusent de devenir soldats de cette idéologie. Merci aux réfugiés, penseurs et religieux libres. Je suis ici comme homme religieux. Et je vous dis clairement, ce régime ne présente pas l'islam. Il utilise l'islam pour le pouvoir. L'islam, c'est une religion de la paix et de justice et miséricorde. Pas de haine, pas de dictateur. Alors, mes chers amis, restons debout, disons la vérité, défendons notre liberté pour l'Iran, pour la France, pour tous notre nation libre. Merci beaucoup. Notre dernier intervenant est une intervenante, Lara Fatimi, qui travaille avec quelqu'un que nous aimons beaucoup. Elle est avocate et elle travaille avec Thibaut de Montbrial. Et à l'issue de son intervention, eh bien, ce sera notre ami et collaborateur Félix Egea qui viendra clôturer notre événement et vous expliquer un petit peu de
ce qui va se passer dans les prochains jours et sur les réseaux, bien sûr, également. Lara Fatimi. Quelle était la raison qui vous animait? C'était pour sauver mon pays. Voici ce que répondit à un journaliste qui l'interrogeait, un jeune résistant français après-guerre. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas occupés par l'Allemagne nazie, mais les prémices d'une autre occupation sont palpables. Avec Thibaut de Montbrial, je combats et je constate chaque jour l'islamisation de notre pays, et comme citoyenne aussi. Et je vous le dis très simplement, c'est la juriste qui vous le dit, le droit ne peut pas tout. On ne peut pas se reposer uniquement sur le législateur. Alors bien sûr, quand on n'a pas le choix que de légiférer, il faut le faire. Il faut le faire avec fermeté et surtout, il faut appliquer nos lois sans sourciller. J'ai récemment, avec Mona Jafarian et Fadila Maroufi, appelé depuis l'Assemblée nationale nos parlementaires à prendre des mesures fermes pour lutter contre l'islamisation de notre pays. Nous avons demandé la dissolution de l'Association musulmane de France. Nous avons aussi demandé l'interdiction du voile chez les mineurs, l'interdiction du voile dans le sport et l'interdiction du voile dans l'enseignement public et privé. Nous avons déjà été contactés par certains parlementaires qui entendent donner suite à ce que nous avons demandé. Nous vous tiendrons informés. Il y a le pouvoir du législateur, mais il y a votre pouvoir, celui du citoyen. Et je voudrais que tous, chaque jour, vous affirmiez haut, fort et clair: je ne veux pas d'une société dans laquelle les petites filles sont voilées. Je ne veux pas d'une société charia compatible. Point. Bon, un retardataire me fait mentir, c'était pas la dernière, parce que le dernier, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, et moi aussi d'ailleurs. Il s'appelle François Pupponi, il était député et ancien maire de Sarcelles. Merci, oui, désolé d'être arrivé un peu en retard, mais j'avais promis d'être là. Et sincèrement, moi je me pose la question, c'est comment notre pays a pu en arriver là? Comment nous avons pu aussi rapidement basculer dans le renoncement? On le sentait venir. Moi j'ai été député pendant 15 ans. Lorsque je suis rentré à l'Assemblée nationale en 2007, la quasi-totalité, j'étais à l'époque au groupe socialiste, la quasi-totalité des membres du groupe socialiste étaient pro-israéliens, défendaient l'État d'Israël. Et puis on a vu les choses, à partir de 2017, comment elles ont évolué et comment ça a basculé. Moi j'ai écrit un livre il y a maintenant 6 ans, qui s'appelait les Émirats de la République et qui racontait ce qui allait se passer. Je n'étais pas un devin, j'étais un acteur de terrain dans une ville comme Sarcelles et je voyais les réseaux islamistes arriver et comment le processus se mettait en place. On m'a dit, mais tu es fou, tu vas perdre les élections. Bah oui, tant pis, oui. Comme j'ai dit, je préfère perdre sans eux que gagner avec eux. Mon rôle, c'était de dénoncer ce qui se passait. Et puis ça arrive. Et puis on a vu la gauche se coucher. Alors, la gauche de LFI de Mélenchon le faire pour des raisons électorales. Les socialistes pour garder quelques places, quelques strapantins. Et ils vont continuer parce qu'on a vu le résultat du Congrès. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'au-delà de la gauche, c'était l'ensemble de nos institutions qui allaient ainsi basculer. Et comment, du soutien à l'État d'Israël, de la lutte contre l'islamisme, on est passé au soutien aux ennemis d'Israël et dire maintenant, comme ça a été dit par certains, qu'il fallait à la rigueur arrêter d'attaquer Gaza parce que le Hamas, oui, bon, maintenant c'est bon, ça suffit. Ne pas faire tomber le régime des Mollahs parce que c'est pas très bien, alors qu'en même temps on dit qu'il ne faut pas qu'ils aient la bombe atomique parce qu'ils sont dangereux. Mais il faut les laisser en place. Voilà. Donc cette capacité qu'a eu notre pays à sombrer si vite. Ce que j'espère,
et je ne serai pas plus long, ce que j'espère, c'est qu'à un moment, nous allons avoir un sursaut. Que lorsque tout ça, que les conflits à la fois à Gaza, mais également en Iran seront terminés, qu'Israël aura fait le boulot pour nous. Parce que les Israéliens, ça fait des années qu'ils nous disent mais vous êtes un peu particulier en France et en Europe. On est en train de préparer la riposte pour éviter que les gens qui veulent nous détruire et vous détruire aient l'arme atomique. On fait le boulot pour vous et en plus vous nous engueulez. Et en plus vous nous insultez. Et en plus c'est nous les méchants. C'est ça qui se passe aujourd'hui et depuis des années. Mais j'espère que la raison reviendra et qu'une fois que le travail aura été fait, que l'Iran n'aura plus la possibilité avant de nombreuses années d'avoir la bombe atomique, que le Hamas et le Hezbollah auront été mis hors d'état de nuire, peut-être que nous retrouverons un peu d'honneur et que nous serons capables de dire merci à Israël. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup. Encore 3-4 minutes pour la conclusion, très importante. Aujourd'hui, c'était un nouveau format que nous avons inauguré avec Agir Ensemble. Le but n'était pas d'être nombreux ici, c'était d'être nombreux sur les réseaux sociaux et de pouvoir créer un contenu que nous allons partager et qui va être vu par des milliers et peut-être des dizaines de milliers de personnes. Et bien sûr, on compte aussi sur vous pour le partager. Pour la clôture, j'appelle immédiatement deux de mes plus importants collaborateurs, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Félix et Ariel. À vous, messieurs. Bonsoir à tous. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous se demandent qu'est-ce qu'Agir Ensemble. Alors, nous sommes un mouvement citoyen et nous avons rédigé une charte républicaine parce que c'est important de renforcer les valeurs républicaines de notre pays. Et donc, je vais vous lire cette charte pour que vous compreniez un petit peu l'action qui mène notre mouvement. Et je vais commencer. Alors, je ne vais pas le faire tout seul parce que sinon ce serait un peu long. Donc, je vais le partager avec mon collègue Ariel qui lira les derniers articles. Et je commence par le préambule, bien évidemment. Chers amis, la République française, son esprit et ses principes sont menacés. Les valeurs qui ont façonné notre nation font l'objet de contestations incessantes. Les piliers de l'esprit républicain définis à l'article 1er de notre Constitution, au rang desquels figurent l'indivisibilité, la laïcité et la démocratie, sont ébranlés. L'islamisme conquérant et le dénigrement des valeurs humanistes et universalistes, le rejet du fonds culturel français se côtoient, voire se lient et remettent en cause les principes fondamentaux de la République. La nation est en proie à la division et au morcellement. Face à cette offensive qui vise à déstabiliser la France comme les démocraties occidentales, il est impératif de nous mobiliser pour défendre la République. Fort de cette volonté, Agir Ensemble a établi la présente charte républicaine fondée sur 7 principes. Et le premier principe, le premier article, concerne évidemment les valeurs républicaines. Car profondément attachés aux valeurs républicaines, nous réaffirmons notre engagement solennel à en assurer la promotion et la conservation à travers la défense des principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont inséparables des idéaux de raison, de justice et de respect de l'état de droit. Par l'éducation sous toutes ses formes et instruments, nous soutiendrons et transmettrons une connaissance approfondie de ces valeurs et principes qui doivent être activement défendus et appliqués chaque jour comme des idéaux concrets. Article 2. Des libertés fondamentales. Condition sine qua non de l'exercice des libertés fondamentales, la sécurité de tous est aujourd'hui l'objet de nombreuses menaces. Face à l'augmentation de la délinquance et de la criminalité que le laxisme moral s'efforce de minimiser, nous défendons avec fermeté le respect des libertés individuelles et collectives. Chaque citoyen doit pouvoir les exercer sans crainte dans le respect des droits d'autrui. Article 3. De l'unité nationale. L'unité de la nation repose sur des règles et des valeurs communes et sur un socle de droits et de devoirs applicables à chacun. Dans une société caractérisée par la diversité et le pluralisme, faire nation n'a sans doute jamais été aussi urgent et nécessaire. Il importe plus que jamais de s'attacher à forger un destin commun, fondé sur le respect des principes universels qui inspirent la République et à promouvoir une société solidaire assurant le renforcement du lien social et la préservation de la paix civile. Merci Félix. Je vais continuer avec les 4 articles restants. Article 4. De la cohésion sociale. Face aux forces qui cherchent à nous diviser, nous nous engageons à renforcer la cohésion sociale en France.
Le dialogue, l'écoute et le respect mutuel sont les clés d'une société portée vers la paix. Nous rejetons le communautarisme, le sectarisme, le séparatisme, l'intolérance, toutes les formes de discrimination et de fanatisme. Nous ne permettrons pas que des allégeances hostiles aux valeurs démocratiques, en rupture avec le pacte républicain, prennent racine et divisent la France. Article 5 du principe de laïcité. Le principe de laïcité est un principe de séparation des religions et de l'État. Il garantit la liberté de culte et la liberté de conscience. La neutralité de l'État vis-à-vis des religions est un marqueur de l'identité française. La laïcité doit être défendue avec intransigeance pour maintenir l'harmonie sociale et préserver l'unité nationale. Reflet de la vitalité de notre démocratie, la diversité des opinions et des croyances est une richesse que nous devons valoriser. Nous militerons pour une école de la République, dans laquelle chaque élève peut choisir librement son destin et où les pressions religieuses ne trouvent pas leur place. C'est l'une des conditions pour que la prochaine génération soit armée pour défendre nos valeurs. Article 6. De la République face à la menace islamiste. Héritière de l'universalisme et de l'humanisme, la République est confrontée à l'apparition d'une nouvelle idéologie totalitaire qui s'exprime tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la nation, avec l'ambition de la disqualifier, voire de la détruire. L'islamisme et ses bras armés ont un agenda de conquête et d'établissement d'un projet politico-religieux qui vise à instaurer une gouvernance totalitaire et oppressive dans notre pays. Son idéologie s'infiltre à bas bruit ou de manière vindicative dans les corps institués et se développe par osmose avec des mouvements politiques insurrectionnels, anti-républicains, dans un projet commun de saper les fondations de la démocratie. Notre lutte nécessite courage politique et responsabilité citoyenne pour informer, alerter et réarmer culturellement, intellectuellement et éthiquement notre société. Enfin, l'article 7 de l'éducation et de l'information des citoyens. Théorie du complot, conspirationnisme, vérité alternative, mensonges et manipulations amplifiées par les réseaux sociaux sont autant d'instruments au service d'une stratégie de déstabilisation du pays qui prospère sur l'ignorance, la méconnaissance des réalités ou le relativisme des valeurs. Certaines forces extérieures, mais aussi certains acteurs politiques français, n'hésitent pas à employer ces méthodes pour fragiliser, sinon détruire notre société. Dans ce contexte, l'information, l'éducation et la culture des citoyens sont essentielles pour étoffer la résistance de la démocratie contre ses ennemis. Ensemble, nous devons agir sur tous ces fronts, dans un engagement constant en faveur des valeurs universalistes que nous défendons. Merci à tous. Voilà, ainsi s'achève notre happening digital. Rendez-vous sur les réseaux. On a commencé avec les mots du général de Gaulle et la Marseillaise. On termine avec la Marseillaise parce que certains qui n'étaient pas là au début sont arrivés à la fin. Alors on y part. La Marseillaise tous ensemble. Rapprochez-vous un petit peu, qu'on fasse corps là, qu'on se resserre un petit peu. Resserrez les rangs. Allez. Et allez-y, messieurs.